Soupçonnant la camionneuse de voler, le millionnaire fouilla dans la cabine du camion et resta paralysé en trouvant une photo. C'était la même photo de son amoureuse disparue, il y a 27 ans. La pluie tambourinait contre les vitres de l'hospice Sainte-Marguerite, comme un dernier au revoir. Valérie Moreau serrait la main flétrie de Madeleine Arnaud, cette femme qu'il avait élevée pendant 27 ans sans jamais être sa vraie mère. Les tubes et les machines qui entouraient le lit d'hôpital semblaient dérisoires, face à la détermination qui brillait encore dans les yeux de la vieille femme. « Ma petite !» La voix de Madeleine n'était plus qu'un souffle, mais chaque mot portait le poids d'une vie entière de secrets. « Il faut que je te dise. » Avant que... Valérie se pencha davantage, son cœur battant la chamade. Elle avait toujours su qu'un mystère entourait sa naissance. Mais Madeleine avait toujours éludé ces questions avec un sourire triste et quelques vagues explications sur sa mère décédée en couche. « Tu n'es pas vraiment Valérie Moreau, ma chérie. » Les mots tombèrent comme des pierres dans l'eau calme. « Ton vrai nom ? C'est Claire Delattre. » Le monde vacilla autour de Valérie. Delattre, ce nom ne lui disait absolument rien, et pourtant, il résonnait dans sa poitrine comme un écho lointain. « Ta maman, elle s'appelait Élise. » Madeleine ferma les yeux, puisant dans ses dernières forces. Elle est arrivée chez moi une nuit de novembre 1997, enceinte de 7 mois. Terrifiée, elle fuyait un homme, ton père. Les doigts de Valérie se crispèrent sur la couverture de l'hôpital. Enfin, après toutes ces années, elle allait connaître la vérité sur ses origines. François Delattre, le nom sortit de la bouche de Madeleine comme un crachat. Un homme sans âme, impliqué dans le trafic de drogue sur les routes. Ta mère l'avait découvert. Elle était enceinte, amoureuse, et elle a compris qu'elle portait l'enfant d'un criminel. Valérie sentit ses jambes se dérober sous elle. Elle s'affaissa sur la chaise en plastique, essayant d'assimiler ces révélations qui bouleversaient tout ce qu'elle croyait savoir sur elle-même. Elle a accouché ici, à Lyon. Madeleine toussa, et Valérie vit des traces de sang sur ses lèvres pâles. Mais il y a eu des complications. Elle n'a pas survécu. Ces derniers mots ont été pour toi. Protégez-la de lui. Ne laissez jamais François la trouver. Les larmes coulaient maintenant librement sur les joues de Valérie. Sa mère, cette Élise qu'elle n'avait jamais connue, était morte en la mettant au monde, dans la peur et la solitude. J'ai falsifié ton acte de naissance. Madeleine lutta pour continuer. Je t'ai donné mon nom de jeune fille, Moreau. Je t'ai fait passer pour ma nièce orpheline. Personne n'a jamais posé de questions. Valérie comprenait maintenant pourquoi elle avait toujours eu l'impression de ne pas vraiment appartenir à cette famille, pourquoi les photos d'enfance semblaient toujours commencer quand elle avait déjà 2 ou 3 ans. Mais pourquoi ? Pourquoi ne m'avoir rien dit plus tôt ? Madeleine tourna péniblement la tête vers elle. Et dans ses yeux, Valérie lut des décennies de culpabilité et d'amour protecteur. Parce que François Delattre est devenu puissant, ma petite. Très puissant. Il possède la plus grande entreprise de transport de France, des milliers d'employés, des millions d'euros. Et malgré tout ça, il n'a jamais cessé de te chercher. Un frisson glacé parcourut l'échine de Valérie. Il me cherche encore. Chaque année, aux alentours de ton anniversaire, il fait publier des annonces dans les journaux, il engage des détectives privés, il offre des récompenses astronomiques pour toute information sur Élise ou sur toi. Madeleine serra faiblement la main de sa fille adoptive. Il ne sait même pas si tu es vivante, mais il ne renonce pas. Valérie se leva brusquement, arpentant la petite chambre d'hôpital. Toute sa vie, elle avait grandi avec le sentiment qu'il lui manquait quelque chose, une pièce essentielle de son identité, et maintenant, elle apprenait non seulement qui elle était vraiment, mais aussi qu'un père criminel la recherchait activement depuis sa naissance. « Attends. » Madeleine tendit une main tremblante vers la table de chevet. « J'ai gardé quelque chose. » D'un tiroir fermé à clé, elle sortit une petite boîte en carton abîmée par les années. Ses gestes étaient lents et douloureux, mais déterminés. Ta mère avait ça avec elle quand elle est arrivée. Valérie ouvrit délicatement la boîte. À l'intérieur, enveloppée dans du papier de soie jauni, se trouvait une photographie. Ses mains tremblèrent quand elle la découvrit. Une jeune femme aux cheveux châtains, souriante, caressant tendrement son ventre arrondi. Le bonheur rayonnait de son visage. Contrastant cruellement avec l'histoire tragique que venait de lui raconter Madeleine, c'est elle, c'est ma mère. Regarde au dos, d'une écriture délicate, quelques mots étaient inscrits à l'encre bleue. Pour mon amour, François, notre bébé et moi t'attendons. Élise, septembre 1997.
Valérie retourna la photo, le cœur serré. Cette femme avait aimé François Delattre, elle avait cru en lui, avait porté son enfant avec joie. Avant de découvrir qui il était vraiment, il y a autre chose. Madeleine sortit une fine chaîne en or au bout de laquelle pendait un petit médaillon gravé de la lettre E. Elle le portait toujours. Elle disait que c'était un cadeau de François, au début de leur relation, quand elle pensait encore qu'il était un homme bien. Valérie passa la chaîne autour de son cou. Le métal était tiède contre sa peau, comme s'il avait conservé quelque chose de la chaleur de sa mère disparue. « Maintenant, écoute-moi bien, ma petite. » La voix de Madeleine se faisait plus urgente, comme si elle sentait ses forces l'abandonner définitivement. « Tu dois me promettre de rester loin de lui. François Delattre a peut-être abandonné la drogue, mais il est devenu un patron impitoyable. Il écrase les gens, exploite ses employés, détruit des familles entières pour quelques euros de profit supplémentaires. Ta mère avait raison de fuir. » Mais en regardant la photo, Valérie ne ressentait pas de la peur. Une colère sourde montait en elle, une rage froide qui lui tordait l'estomac. Cet homme avait détruit sa mère. Il était responsable de sa mort, de son enfance sans parents, de toutes ces années de mensonges nécessaires. « Promets-moi, Valérie, je te le promets. » « Maman », le mot lui échappa naturellement, car Madeleine avait été sa vraie mère, celle qui l'avait élevée, protégée, aimée. Madeleine sourit faiblement et ferma les yeux. « Merci, ma chérie. Je peux maintenant rejoindre ta mère Élise et lui dire que j'ai tenu ma promesse. » Sa respiration se fit plus lente, plus superficielle. Valérie lui tint la main jusqu'au bout, jusqu'à ce que le silence s'installe définitivement dans la chambre. 3 jours plus tard, après avoir organisé les funérailles de Madeleine, Valérie était assise dans le petit appartement de Lyon où elle avait grandi. La photo d'Élise et la chaîne étaient posées devant elle sur la table de la cuisine. Elle avait pris sa décision. Elle ne tiendrait pas sa promesse. François Delattre allait payer pour ce qu'il avait fait, pas en justice. Trop d'années avaient passé, mais d'une manière bien plus personnelle. Elle allait s'infiltrer dans sa précieuse entreprise, découvrir ses secrets et lui faire regretter d'avoir jamais fait souffrir Élise. Valérie décrocha son téléphone et composa le numéro d'un ami qui travaillait dans la falsification de documents. Si François Delattre cherchait Claire Delattre, il ne la trouverait jamais, mais Valérie Moreau, elle, allait le trouver. Et elle allait faire en sorte qu'il regrette amèrement de l'avoir cherché, à 5h45 précises, comme chaque matin depuis 15 ans. François Delattre poussa les lourdes portes vitrées du siège social de Delattre Transport. Ses pas résonnaient dans le hall de marbre noir, rythmé et implacable, tandis que les employés matinaux baissaient instinctivement la tête sur leur passage. À 55 ans, l'homme imposait le respect par sa seule présence. 1,80 m, des épaules larges, moulées dans un costume sur mesure, des cheveux gris acier tirés en arrière et des yeux d'un bleu glacial qui semblaient tout voir, tout analyser, tout juger. Monsieur Delattre, sa secrétaire, Madame Bertrand, une femme d'une 50aine d'années au chignon impeccable, l'attendait déjà avec sa tasse de café et l'agenda de la journée. Elle travaillait pour lui depuis 12 ans et connaissait ses habitudes par cœur. « Bonjour, Madame Bertrand. » François prit la tasse sans ralentir son allure, gravissant les marches vers son bureau du dernier étage. « Mes rendez-vous, 9h, réunion avec les directeurs régionaux, 11h30, entretien avec les nouveaux chauffeurs, 14h. » François l'écoutait d'une oreille distraite, son esprit déjà focalisé sur les chiffres qu'il allait éplucher dans les minutes suivantes. Delattre Transport, c'était son œuvre, son empire bâti pierre par pierre après avoir quitté ses anciennes. Activité, 3000 employés, 500 camions, un chiffre d'affaires de 200 millions d'euros par an, le leader incontesté du transport routier en France. Son bureau occupait tout l'angle nord-ouest du bâtiment, avec une vue imprenable sur l'autoroute A6 qui serpentait vers Paris. François aimait observer le balai incessant des camions, ces géants d'acier et de chrome qui transportaient la richesse de la France d'un bout à l'autre du territoire. Son territoire, il s'installa derrière son bureau en acajou massif et ouvrit le premier dossier. Bilan comptable, rapport de rentabilité, analyse de marché, les chiffres défilaient sous ses yeux experts, chaque euro était scruté, optimisé, maximisé. Ses concurrents le surnommaient « l'empereur des routes » et François assumait ce titre avec fierté. Il dirigeait d'une main de fer, exigeait l'excellence de ses employés et ne tolérait aucune approximation. Mais ce matin-là, comme tous les matins depuis 28 ans,
Son regard se porta inexorablement vers le tiroir verrouillé de son bureau. Ses doigts trouvèrent automatiquement la petite clé qu'il portait toujours sur lui. Accroché à sa chaîne de montre en or, le tiroir s'ouvrit en silence, révélant son contenu soigneusement préservé, une photographie dans un cadre d'argent, protégée par une plaque de verre. Une jeune femme aux cheveux châtains souriait à l'objectif, ses mains posées tendrement sur son ventre arrondi, au dos, de sa propre écriture datant de près de 3 décennies. « Pour mon amour, François, notre bébé et moi t'attendons. Élise, septembre 1997. » François caressa délicatement le verre du bout des doigts. Comme il le faisait chaque jour, cette photo était tout ce qui lui restait d'elle, de leur amour, de leur rêve d'une famille. Élise. Son nom résonnait encore dans son cœur comme une mélodie brisée. Il se souvenait parfaitement de ce jour de septembre 1997 où elle avait disparu. Un matin comme les autres, il était parti tôt pour régler quelques affaires sur les routes du Sud. À l'époque, Delattre Transport n'était qu'une petite entreprise de couverture pour ses véritables activités. Le trafic de stupéfiants lui rapportait gros, très gros, et François ne se posait pas de questions sur la morale de ses actions. L'argent était roi, et il excellait dans ce domaine. Quand il était rentré le soir, l'appartement était vide, les affaires d'Élise avaient disparu, ainsi que la valise qu'elle gardait sous leur lit. Pas un mot, pas une explication. Juste le vide et un silence assourdissant qui résonnait encore aujourd'hui dans sa poitrine. Les premiers jours, François avait pensé qu'elle reviendrait, qu'elle avait simplement eu besoin de prendre l'air, de réfléchir. Mais les jours s'étaient transformés en semaines, puis en mois. Il avait remué ciel et terre pour la retrouver. Détective privé, annonce dans les journaux, récompense, rien. Élise s'était volatilisée comme si elle n'avait jamais existé. C'est seulement 6 mois plus tard, lors d'une descente de police particulièrement musclée, que François avait compris, en fouillant son bureau, les flics avaient trouvé des documents compromettants qu'il était certain d'avoir cachés. Quelqu'un les avait déplacés, quelqu'un qui connaissait ses habitudes, qui avait accès à ses affaires personnelles. Élise avait découvert qui il était vraiment. Elle avait fui en apprenant que l'homme qu'elle aimait, le père de son enfant à naître, était un criminel. Cette révélation l'avait détruit plus sûrement qu'une balle en plein cœur. François avait tout quitté du jour au lendemain. Le trafic, les combines, l'argent facile. Il avait liquidé ses avoirs illégaux et investi tout dans Delattre Transport, se jurant de bâtir un empire légal digne d'Élise et de leur enfant. Mais la légalité n'avait pas adouci son caractère. Au contraire, François était devenu plus dur, plus impitoyable dans ses méthodes managériales. Il pressait ses employés comme des citrons, réduisait les coûts au maximum, négociait chaque contrat avec la férocité d'un requin. L'empire qu'il avait bâti était prospère, mais froid comme la glace. Monsieur Delattre. La voix de Madame Bertrand le tira de ses pensées. Les directeurs régionaux sont arrivés. François referma délicatement le tiroir et se leva. En quelques secondes, il avait remis son masque d'homme d'affaires inflexible. Seuls ses yeux trahissaient parfois une mélancolie profonde, un vide que rien ne semblait pouvoir combler. La réunion se déroula comme d'habitude. François éplucha les chiffres, pointa les défaillances, exigea des améliorations. Région Rhône-Alpes. Vos coûts de maintenance explosent. Durand. Je veux une explication et un plan d'action avant vendredi. Région Normandie. 3 retards de livraison cette semaine. Moreau. C'est inacceptable. Nos clients ne payent pas pour nos approximations. Ses directeurs acquiesçaient en silence. Habitués à la pression constante, François Delattre était un patron exigeant, mais juste. Il payait bien ceux qui donnaient satisfaction et n'hésitait pas à se séparer de ceux qui le décevaient, l'efficacité avant tout. À 11h30 précise, il descendit dans la cour de l'entreprise pour rencontrer les nouveaux chauffeurs. C'était un rituel qu'il accomplissait personnellement chaque mois. Regarder dans les yeux ceux qui allaient représenter son entreprise sur les routes, leur expliquer ses exigences, jauger leur motivation. 5 hommes et 2 femmes attendaient près des camions rutilants. François les observa un à un, analysant leur posture, leurs expressions. L'expérience lui avait appris à détecter rapidement les tirs au flanc, les menteurs, ceux qui ne tiendraient pas la distance. « Mesdames, messieurs, bienvenue chez Delattre Transport. » Sa voix portait naturellement, imposant le silence. « Vous intégrez la première entreprise de transport de France. Cela représente un privilège, mais aussi des responsabilités. » Il s'arrêta devant chacun d'eux, les scrutant de son regard perçant. Ponctualité,
Professionnalisme, respect du matériel, ces 3 mots résument ce que j'attends de vous. En contrepartie, vous bénéficiez des meilleurs salaires du secteur et d'une sécurité d'emploi à toute épreuve. Les nouveaux hochèrent la tête, impressionnés malgré eux par la prestance de leur nouveau patron. François poursuivit sa ronde d'inspection, notant mentalement les détails. Celui-ci avait les mains sales, manque de soins personnels, celle-là évitait son regard, possible problème de confiance en soi. Cet autre semblait déjà ennuyé. Attitude problématique. Soudain, son attention fut attirée par quelque chose d'étrange. Une des nouvelles chauffeurs, une femme d'une vingtaine d'années aux cheveux châtains attachés en queue de cheval, venait d'incliner légèrement la tête en l'écoutant parler. Ce geste, François sentit son cœur manquer un battement. Non, impossible. Il devenait fou à force de voir Élise partout, mais quand la jeune femme releva la tête et lui sourit poliment, François remarqua ce pli particulier au coin de ses lèvres. Cette façon de sourire sans vraiment sourire qu'avait Élise quand elle était concentrée. « Votre nom ?» Sa voix était sortie plus brusquement qu'il ne l'avait voulu. « Valérie Moreau, monsieur. » François la fixa quelques secondes de trop, cherchant d'autres ressemblances. Mais non, c'était ridicule. 28 ans de solitude l'avaient rendu paranoïaque. « Bien. La formation commence lundi. Madame Bertrand vous remettra vos plannings. » Il tourna les talons et remonta vers son bureau, troublé par cette impression de déjà-vu. Dans l'ascenseur, il serra les poings. Il fallait qu'il arrête de voir Élise partout. Cette obsession le rongeait depuis trop longtemps. Mais en regagnant son bureau, François ne put s'empêcher de repenser à ce sourire mélancolique, à cette façon d'incliner la tête. Exactement comme Élise, le lundi matin, Valérie se présenta aux entrepôts Delattre Transport avec une détermination froide qui masquait parfaitement ses véritables intentions. Elle avait passé le week-end à peaufiner son personnage, Valérie Moreau, 27 ans, ancienne employée d'une petite entreprise de transport lyonnaise qui avait fait faillite, célibataire, sans attache particulière, une histoire simple et vérifiable, construite avec l'aide de son contact spécialisé dans les faux papiers. Allez, les nouveaux. Bernard Rousseau, le chef d'équipe, un homme trapu d'une 50aine d'années au visage buriné par des décennies de route, frappa dans ses mains. Formation intensive cette semaine. Après, vous serez lâchés dans la nature avec nos bébés de 40 tonnes. Valérie suivit le groupe vers les camions alignés dans la cour. Ces mastodontes de métal et de chrome l'impressionnaient malgré elle. Elle avait obtenu son permis poids lourd 2 ans plus tôt, mais n'avait jamais conduit des véhicules de cette envergure. Heureusement, sa formation d'appoint lui avait donné les bases nécessaires pour ne pas éveiller les soupçons. Moreau, Rousseau là et là, vous montez avec Duchemin, il va vous expliquer les spécificités de nos Scania. Michel Duchemin était un homme d'une 40aine d'années, aux tempes grisonnantes et au sourire fatigué. En grimpant dans la cabine, Valérie remarqua immédiatement la photo de famille collée sur le tableau de bord. Une femme souriante et 2 enfants en bas âge. « Jolie famille », dit-elle en attachant sa ceinture. Le sourire de Michel se crispa légèrement. « Merci, bon, on va commencer par les vérifications d'usage. Chez Delattre, tout doit être parfait au gramme près. Le patron ne tolère aucun écart. » Pendant qu'il lui expliquait la procédure de contrôle du véhicule. Valérie l'observait discrètement. Il y avait quelque chose de tendu dans ses gestes, une amertume contenue dans sa voix quand il mentionnait « le patron ». « Ça fait longtemps que vous travaillez ici. » 8 ans. Michel démarra le moteur et le ronronnement puissant emplit la cabine. Au début, c'était différent. Delattre était exigeant, mais correct. Maintenant, il n'acheva pas sa phrase. Mais Valérie comprit. Elle avait touché un point sensible. Ils passèrent la matinée sur un parcours d'entraînement. Michel corrigeant patiemment ses erreurs de débutante sur ces géants de la route. Valérie se montra appliquée et reconnaissante, cultivant l'image d'une employée modèle désireuse de bien faire. À l'heure du déjeuner, elle suivit ses collègues vers la cantine d'entreprise. L'ambiance était lourde, les conversations se déroulaient à voix basse, ponctuées de regards inquiets vers les bureaux administratifs. « Vous avez vu les nouvelles mesures ?» chuchota Sylvain, un chauffeur d'une 30aine d'années. Delattre a encore réduit les temps de pause, 15 minutes toutes les 4 heures au lieu de 20. Et les heures sup qui ne sont plus payées à 150%, ajouta une femme aux cheveux courts. Maintenant, c'est du temps de récupération obligatoire. Valérie écoutait attentivement, prenant la mesure de la situation. François Delattre pressait ses employés comme des citrons.
rognant sur tous les avantages acquis pour maximiser ses profits. Et vous, Moreau? Michel se tourna vers elle. Vous venez d'où exactement? Transport Valier, à Lyon. Valérie avait répété cette histoire des dizaines de fois. Quand ils ont coulé, j'ai eu 3 mois de chômage avant de trouver ici. Vous avez eu de la chance. La voix était amère. Il y en a qui attendent depuis des années une place chez Delattre. Même si les conditions se dégradent, ça reste le leader du secteur. L'après-midi, Valérie fut assignée à un vrai trajet, livraison de pièces automobiles entre Lyon et Dijon, accompagnée de Michel pour sa première sortie. C'était l'occasion parfaite pour creuser davantage. Une fois sur l'autoroute, dans le ronronnement régulier du moteur, Michel se détendit légèrement. Valérie aborda prudemment le sujet qui l'intéressait. Le patron a l'air assez strict. Michel eut un rire sans joie. Strict, c'est le moins qu'on puisse dire, vous savez. Avant Delattre Transport, c'était presque une famille. François était dur, mais juste. Il connaissait nos noms, demandait des nouvelles de nos familles. Qu'est-ce qui a changé? Le visage de Michel s'assombrit. Allez savoir. Il y a une 15aine d'années, il est devenu différent, plus froid, plus calculateur, comme si quelque chose s'était cassé en lui. Valérie sentit son cœur s'accélérer. 15 ans, cela correspondait à peu près à l'époque où François avait dû totalement abandonner ses activités criminelles pour se consacrer entièrement à l'entreprise légale. Maintenant, on n'est plus que des numéros sur ses tableaux de bord. Michel donna un coup de volant pour dépasser un autre poids lourd. Il a licencié 3 gars le mois dernier. Motif, restructuration pour optimisation des coûts, des pères de famille avec 15 ans d'ancienneté. C'est dur. Vous n'imaginez pas. La voix de Michel se brisa légèrement. Ma femme est en arrêt maladie longue durée, cancer du sein, avec les nouveaux horaires. Je ne peux même plus l'accompagner à ses chimios et les frais médicaux. Valérie se tut, touchée malgré elle par la détresse de cet homme qu'elle ne connaissait que depuis quelques heures. Voilà ce qu'était devenu François Delattre. Un homme qui brisait des vies pour quelques euros supplémentaires de marge bénéficiaire. Le voyage se poursuivit dans un silence pensif. À Dijon, pendant que Michel supervisait le déchargement, Valérie réfléchissait. Sa mission de vengeance prenait une dimension nouvelle. Il ne s'agissait plus seulement de punir l'homme qui avait fait fuir sa mère, il y avait toutes ces familles que François écrasait quotidiennement sous sa soif de profit. Sur le chemin du retour, Michel lui montra quelques ficelles du métier. Les aires de repos les plus sûres, les radars à éviter, les techniques pour optimiser la consommation de carburant. Au fait, dit-il soudain, vous habitez où exactement? À un petit studio dans le 7e arrondissement de Lyon. Valérie avait effectivement loué un modeste appartement sous son fausse identité, près de la place Jean Massé. Michel hocha la tête, puis sembla hésiter. Écoutez, si jamais vous avez des difficultés financières, ne comptez pas trop sur les augmentations ou les primes. Delattre a la main serrée sur le porte-monnaie. J'ai quelques économies de côté. Tant mieux pour vous. Michel soupira. Nous, on survit, mais c'est tout. Et encore, on fait partie des privilégiés. Il y en a d'autres qui sont vraiment dans la galère. Une idée germa dans l'esprit de Valérie. Et si sa vengeance passait justement par là? Et si, au lieu de chercher à détruire François directement, elle commençait par réparer ce qu'il détruisait chaque jour? Ses collègues en difficulté, vous pourriez m'en parler. Michel lui jeta un regard étonné. Pourquoi? Je ne sais pas. Solidarité professionnelle. Valérie improvisa. Ma grand-mère me répétait toujours qu'il faut aider son prochain quand on le peut. Votre grand-mère était quelqu'un de bien? Michel sourit pour la première fois de la journée. Il y a Christophe, par exemple. Sa gamine a besoin d'un appareil dentaire, mais avec son salaire. Et puis Sandra, elle élève seule ses jumeaux depuis que son mari les a quittés. Valérie écoutait attentivement, mémorisant chaque nom, chaque situation. Un plan audacieux prenait forme dans son esprit. De retour aux entrepôts en fin de journée, elle observa discrètement l'organisation de l'entreprise, les bureaux administratifs, les systèmes informatiques, les procédures comptables. Tout était méticuleusement organisé, mais Valérie avait étudié la gestion d'entreprise avant de se tourner vers le transport. Elle saurait identifier les failles. En quittant les locaux, elle croisa François Delattre dans le hall d'entrée. Il discutait avec un homme en costume, parlant de marge optimisée et de compression des coûts salariaux. Quand leurs regards se croisèrent furtivement, Valérie sentit cette même sensation étrange que lors de leur première rencontre, une reconnaissance troublante,
comme si quelque chose d'invisible les reliait. Mais elle chassa rapidement cette impression. François Delattre n'était qu'un homme d'affaires impitoyable qui avait détruit sa famille, et elle allait lui rendre la monnaie de sa pièce. Ce soir-là, dans son petit studio, Valérie étudia les organigrammes de l'entreprise qu'elle avait discrètement photocopiés et commença à élaborer sa stratégie. Elle n'allait pas seulement infiltrer Delattre Transport, elle allait devenir l'ange gardien secret de tous ceux que François écrasait et lui faire payer chaque larme, chaque nuit blanche, chaque famille brisée par sa cupidité. 3 semaines s'étaient écoulées depuis l'arrivée de Valérie chez Delattre Transport. Et François commençait à ressentir cette sensation familière qui le mettait mal à l'aise. Quelque chose clochait dans ses comptes. Assis dans son bureau, il scrutait les bilans hebdomadaires avec l'œil expert d'un homme qui connaissait chaque centime de son empire. « Madame Bertrand !» Sa voix claqua dans l'interphone. Sa secrétaire apparut instantanément, bloc-notes en main. « Monsieur Delattre. » Ses écarts de caisse. François tapota l'écran de son ordinateur. Secteur sud-est, équipe de Rousseau. 2300 € de différence sur les 3 dernières semaines. Officiellement, c'est imputé aux frais de route exceptionnels, mais les justificatifs ne collent pas. Madame Bertrand ajusta ses lunettes et consulta ses propres notes. J'ai vérifié auprès de la comptabilité. Les factures correspondent bien au montant déclaré, mais, certaines dépenses semblent généreuses, frais de réparation d'urgence, indemnités pour retard dus aux intempéries, remboursement de péages exceptionnels. François se leva et se dirigea vers la baie vitrée qui dominait la cour de l'entreprise. En bas, les chauffeurs s'affairaient autour de leur véhicule, vérifiant les chargements, contrôlant les documents, un balai parfaitement orchestré qu'il observait depuis des années, qui supervise cette équipe en direct, Bernard Rousseau, comme toujours, mais les nouveaux ont intégré ce secteur récemment. Les nouveaux, François fronça les sourcils. Cette Valérie Moreau, notamment. Il ne savait pas pourquoi, mais ce nom revenait sans cesse dans ses pensées depuis 3 semaines. Chaque fois qu'il croisait cette femme dans les couloirs ou la cour, il ressentait un trouble inexplicable. Quelque chose dans sa façon de bouger, de tenir sa tête légèrement inclinée quand elle réfléchissait. Faites-moi monter son dossier personnel et celui de tous les nouveaux de son groupe. 1 heure plus tard, François étudiait méticuleusement les CV étalés devant lui. Valérie Moreau, née à Lyon, formation en gestion puis reconversion dans le transport, ancienne employée de Transport Valier, référence correcte, pas d'antécédents judiciaires, évaluation satisfaisante depuis son arrivée. Pourtant, quelque chose le dérangeait. Il décrocha son téléphone et composa le numéro de son détective privé habituel, Morel, François Delattre à l'appareil. « J'ai besoin que vous me fassiez une vérification discrète sur une de mes employées, Valérie Moreau, née le... » Pendant qu'il dictait les informations, François ne quittait pas des yeux la photo d'identité agrafée au dossier. Cette femme lui rappelait décidément quelqu'un, mais impossible de mettre le doigt dessus. En milieu d'après-midi, il décida de descendre personnellement inspecter les opérations. C'était inhabituel, François dirigeait habituellement depuis son bureau, mais ses écarts de caisse l'inquiétaient. Dans la cour, il observa discrètement l'équipe de Rousseau, les chauffeurs vaquaient à leurs occupations, mais François remarqua immédiatement l'atmosphère détendue qui régnait dans ce secteur. Sourires, plaisanteries, entraide spontanée, un contraste saisissant avec la tension habituelle qui caractérisait ses autres équipes. « Monsieur Delattre ?» Bernard Rousseau s'approcha, visiblement surpris de voir son patron sur le terrain. « Tout va bien. Inspection de routine, Rousseau. » François balaya la cour du regard. « Vos équipes semblent de bonne humeur. »« Ah, ça oui. » Bernard sourit. « On a eu de la chance avec les nouveaux. Ils s'intègrent bien, surtout Valérie, une vraie perle. Cette gamine, toujours prête à rendre service, jamais une plainte. Vraiment. Tenez, pas plus tard qu'hier, le camion de Michel Duchemin est tombé en panne sur la 6. Elle a fait un détour de 50 km pour lui porter une pièce de rechange et l'aider à réparer, sur son temps libre en plus. François hocha la tête, mais une alarme résonnait dans son esprit. Acte de solidarité louable ou prétexte pour manipuler les comptes. Et financièrement, tout est régulier dans votre secteur. Bernard parut surpris par la question. « Bien sûr, monsieur. Pourquoi ? Simple vérification. » À ce moment précis, Valérie émergea de la cabine d'un Scania, une liasse de papiers à la main,
Elle portait la combinaison bleue standard de l'entreprise, ses cheveux châtains noués en queue de cheval, quelques mèches échappées encadrant son visage concentré. François sentit son souffle se couper. Elle venait d'incliner la tête exactement comme le faisait Élise quand elle vérifiait ses comptes du ménage. Cette petite moue de concentration, ce froncement de sourcils, Monsieur Delattre. La voix de Rousseau semblait venir de très loin. « Ça va ?» François cligna des yeux, reprenant contenance. « Tout va bien, continuez. » Mais son regard était rivé sur Valérie qui s'approchait, manifestement pour rendre ses documents à Rousseau. En le voyant, elle ralentit légèrement, et François capta cette expression fugace, un mélange de curiosité et de quelque chose d'autre, de la méfiance. « Monsieur Delattre ?» dit-elle poliment en arrivant à leur hauteur. « Bonsoir. Mademoiselle Moreau. » François la dévisagea intensément. « Comment se passe votre intégration ? » ?»« Très bien, merci. L'équipe est formidable, et les routes françaises sont magnifiques. » Son sourire était parfait, professionnel, mais ses yeux d'un brun doré scrutaient François avec une intensité troublante. « Vous venez de Lyon, n'est-ce pas ? » ?»« Exactement, j'y ai grandi. »« Lyon. » François répéta le nom de la ville, et quelque chose bougea dans sa mémoire. Élise avait mentionné Lyon à plusieurs reprises. Elle avait de la famille là-bas, une tante ou une cousine. « Une belle région, » ajouta Valérie, « pleine d'histoires, de secrets. On dit que les murs de Lyon ont 1000 histoires à raconter. » Il y avait quelque chose d'étrange dans sa façon de dire cela, comme un sous-entendu que François ne parvenait pas à saisir. « Bien. » Il se tourna vers Rousseau. « Continuez le bon travail. » Mais en s'éloignant, François ne put s'empêcher de jeter un regard par-dessus son épaule. Valérie le regardait partir, et dans ses yeux, il y avait cette expression qu'il avait déjà vue quelque part. De retour dans son bureau, François ne parvenait pas à se concentrer. Il ouvrit machinalement le tiroir secret et contempla la photo d'Élise. Cette ressemblance avec Valérie Moreau le troublait profondément. Pas physiquement. Élise était blonde, plus petite, mais dans les gestes, les expressions, cette façon de regarder le monde avec une intensité particulière. Son téléphone sonna. « Morel à l'appareil. J'ai fait les vérifications que vous m'avez demandées sur Valérie Moreau. » François se redressa. « Et alors ? Dossier impeccable en surface, née à Lyon le 15 novembre 1997. Fille de... Attendez. » Morel consultait ses notes. « C'est curieux. Fille de Madeleine Moreau, décédée il y a 1 mois à Lyon, sage-femme à la retraite. Une sage-femme. Oui, et voici le détail intéressant. Officiellement, Valérie Moreau a été enregistrée comme nièce de Madeleine Moreau. Mais il n'y a aucune trace de ses parents biologiques dans les registres. Comme si elle était apparue de nulle part en 1997. François sentit son sang se glacer. 1997. Vous êtes certain ? Absolument. Et il y a autre chose. J'ai interrogé discrètement d'anciens collègues de transport Valier. Selon eux, Valérie Moreau était très douée, mais elle posait beaucoup de questions sur les grandes entreprises du secteur, particulièrement sur Delattre Transport. Le téléphone glissa des mains de François. 1987, l'année de la disparition d'Élise, Lyon, la ville où elle avait peut-être fui, une enfant élevée par une sage-femme sans trace de ses vrais parents. Non, c'était impossible. Son esprit torturé par 28 ans de solitude lui jouait des tours. Élise était enceinte de 7 mois quand elle avait disparu. Si elle avait accouché à Lyon, si l'enfant avait survécu, François se leva brusquement et se dirigea vers la fenêtre. En bas, dans la cour faiblement éclairée par les projecteurs, il aperçut une silhouette familière qui regagnait sa voiture. Valérie Moreau marchait d'un pas déterminé, mais il y avait quelque chose dans sa démarche, cette façon de balancer légèrement les épaules en marchant. Exactement comme Élise, François ferma les yeux, le cœur battant, si ses soupçons étaient fondés, si cette femme était sa fille, leur fille, celle qu'il cherchait désespérément depuis 28 ans était là, dans son entreprise, sous ses yeux, depuis 3 semaines, et elle semblait le haïr avec une intensité qui transparaissait malgré tous ses efforts pour paraître poli et professionnel. François rouvrit les yeux et regarda la photo d'Élise. Si Valérie était vraiment sa fille, cela signifiait qu'Élise était morte, qu'elle était morte en donnant naissance à leur enfant, loin de lui, dans la peur et la solitude, et que cet enfant avait grandi en apprenant à le détester. Les jours qui suivirent la révélation de Morel transformèrent François en un homme obsédé. Il avait fait installer des caméras supplémentaires dans les zones communes.
engager une société de surveillance privée pour suivre discrètement Valérie et passer des heures à éplucher chaque détail de sa vie professionnelle, chaque geste, chaque mot. Chaque regard de cette femme était analysé avec l'acharnement d'un homme au bord de la révélation qui changerait sa vie. Ce matin-là, François arriva plus tôt que d'habitude et se posta derrière la baie vitrée de son bureau pour observer l'arrivée des équipes. À cette heure précise, Valérie gara sa vieille Citroën sur le parking et se dirigea vers les vestiaires. Même de cette distance, François remarqua cette démarche particulière, cette façon de porter la tête haute malgré le poids invisible qu'elle semblait porter sur ses épaules. « Madame Bertrand ?» Il décrocha l'interphone sans quitter Valérie des yeux. « Je veux les rapports de surveillance de cette nuit et contacter Morel. J'ai besoin d'informations supplémentaires sur Madeleine Moreau. »« Bien, monsieur. Dois-je annuler vos rendez-vous de la matinée ?» François hésita. Ses responsabilités d'entrepreneur l'appelaient, mais cette enquête personnelle dévorait désormais toutes ses pensées. « Non, mais libérez-moi l'après-midi. J'ai des vérifications à effectuer sur le terrain. » En réalité, François avait pris une décision qui lui ressemblait peu. Il allait suivre personnellement Valérie lors de sa tournée quotidienne. Il fallait qu'il comprenne ce qui se tramait réellement avec ses écarts de caisse. Et surtout, qu'il perce le mystère de cette femme qui hantait ses nuits. À 14h, François quitta discrètement l'entreprise au volant de sa Mercedes noire, aux vitres teintées, et se posta sur l'aire d'autoroute, où Valérie devait effectuer sa pause réglementaire. Il n'avait jamais joué les espions, mais quelque chose d'instinctif guidait ses gestes. Le Scania de Valérie apparut à l'horizon, reconnaissable à son chargement de matériel électronique à destination de Marseille. François la regarda manœuvrer avec une précision remarquable sur le parking poids, lourd, puis descendre de sa cabine d'un geste souple qui lui rappela douloureusement Élise, sautant de leur premier camion. 29 ans plus tôt, mais au lieu de se diriger vers la cafétéria comme le faisaient habituellement les chauffeurs, Valérie contourna les bâtiments et se dirigea vers une zone moins fréquentée, où était garé un autre camion de l'entreprise. François reconnut le véhicule de Christophe Lemaire, un père de famille qu'il avait menacé de licencier le mois précédent pour dépassement des heures de conduite autorisées, dissimulé derrière un autre poids lourd. François observa la scène avec une fascination croissante. Valérie sortit de sa poche une enveloppe qu'elle tendit discrètement à Christophe. L'homme l'ouvrit, regarda le contenu, et François vit ses épaules s'affaisser de soulagement. Christophe serra longuement Valérie dans ses bras, visiblement ému, puis remonta dans sa cabine. Valérie resta quelques instants immobile, regardant s'éloigner le camion de son collègue, et François crut distinguer un sourire mélancolique sur son visage, puis elle consulta sa montre et regagna son propre véhicule. François attendit qu'elle reprenne la route avant de sortir de sa cachette. L'esprit en ébullition, cette scène confirmait ses soupçons. Valérie détournait de l'argent de l'entreprise pour aider ses collègues en difficulté. Mais pourquoi ? Par bonté d'âme ou dans un but plus sombre ? Le lendemain matin, François convoqua Christophe dans son bureau. L'homme d'une quarantaine d'années, aux traits tirés par les soucis, se présenta avec l'air de quelqu'un qui s'attend au pire. « Lemaire, asseyez-vous. » François l'observa attentivement. « Comment va votre fille ?» Christophe sursauta, visiblement surpris par cette question personnelle inhabituelle de la part de son patron. « Ma fille, celle qui a besoin d'un traitement orthodontique, si mes informations sont correctes. » Le visage de Christophe devint livide. « Monsieur Delattre, je peux tout vous expliquer, si quelqu'un vous a dit que j'avais... » Répondez simplement à ma question. « Comment va-t-elle ?»« Bien, monsieur. Très bien, même. » Christophe baissa les yeux. Elle a pu commencer son traitement la semaine dernière. Un miracle, vraiment. Un miracle. Nous avions perdu espoir de réunir la somme nécessaire, et puis... Christophe s'interrompit, réalisant qu'il en disait peut-être trop. François se pencha en avant. Et puis une association caritative anonyme nous a contactés. Ils prennent en charge les frais médicaux d'enfants de familles en difficulté. Christophe releva la tête, les larmes aux yeux. Ma petite Emma peut enfin sourire sans avoir honte de ses dents. Une association caritative anonyme. François connaissait assez la comptabilité créative pour comprendre le subterfuge. Valérie détournait l'argent de l'entreprise. Mais au lieu de l'empocher, elle le redistribuait aux familles de ses collègues via des montages financiers sophistiqués. Vous pouvez disposer, Lemaire, et félicitations pour votre fille. Une fois seul, François se dirigea vers la fenêtre.
et contempla longuement la cour de l'entreprise. Cette femme volait son argent pour aider ceux qui l'exploitaient. Il y avait dans cette ironie quelque chose qui le troublait profondément. L'après-midi même, il reçut un nouveau rapport de Morel. Le détective avait enquêté sur Madeleine Moreau et ses découvertes étaient troublantes. Elle était sage-femme à Lyon depuis les années 70, réputée, respectée, mais curieusement, elle n'a jamais eu d'enfant elle-même. D'après ses anciens collègues, elle a pris sa retraite brutalement en 1998, prétextant des problèmes de santé. François écoutait, le cœur battant. Et voici le détail qui va vous intéresser. J'ai retrouvé un ancien voisin qui se souvient qu'au printemps 1998, Madeleine Moreau a soudainement eu une nièce à charge, une fillette d'environ 6 mois qu'elle a présentée comme l'enfant de sa sœur décédée, mais personne n'avait jamais entendu parler de cette sœur auparavant. 6 mois en 1998, si Élise avait disparu enceinte de 7 mois en novembre 1997 et qu'elle avait accouché à Lyon, il y a autre chose, monsieur Delattre. J'ai vérifié les registres de l'état civil. Aucune trace d'un décès au nom d'Élise, quelque chose à Lyon en 1997 ou 1998. Soit elle est encore vivante, soit elle est morte sous un faux nom. Exactement, comme si quelqu'un avait voulu effacer ses traces. François raccrocha et resta longtemps immobile dans son fauteuil. Les pièces du puzzle s'assemblaient lentement, dessinant une vérité aussi douloureuse qu'évidente. Élise avait fui à Lyon, avait accouché dans le plus grand secret avec l'aide de Madeleine Moreau et était morte en donnant naissance à leur fille. Cette fille que la sage-femme avait élevée sous une fausse identité pour la protéger de lui. Et maintenant, cet enfant devenu femme était là, sous ses yeux, volant son argent pour réparer les injustices qu'il commettait quotidiennement, ce soir-là. François décida de jouer carte sur table. Il attendit que Valérie termine sa journée et l'intercepta sur le parking, près de sa voiture. Mademoiselle Moreau, sa voix était plus douce qu'à l'accoutumée. Puis-je vous parler quelques instants ? Valérie se figea, une main sur la poignée de sa portière. Dans la lumière déclinante du soir, François remarqua la tension qui parcourait tout son corps. Bien sûr, monsieur Delattre. Ces irrégularités comptables dans votre secteur. François la regardait intensément. Guettant chaque micro-expression, j'ai ma petite idée sur leur origine. Valérie soutint son regard sans ciller. Vraiment. Quelqu'un aide financièrement mes employés en difficulté, c'est louable, mais l'argent vient de mes caisses. C'est une accusation grave. Monsieur Delattre, avez-vous des preuves ? François fut frappé par son sang-froid. Cette femme n'était pas une voleuse ordinaire. Il y avait dans ses yeux une détermination froide, une intelligence aiguë, qui lui rappelait « Dites-moi, Mademoiselle Moreau ?» François fit un pas vers elle. « Avez-vous déjà entendu parler d'une femme nommée Élise ?» Pour la première fois, il vit une faille dans son masque d'impassibilité. Ses pupilles se dilatèrent légèrement. Ses lèvres se crispèrent imperceptiblement. « Élise comment ? Peu importe. » François recula, troublé par sa propre audace. « Bonne soirée, Mademoiselle Moreau. » Il tourna les talons et regagna sa Mercedes. Mais dans son rétroviseur, il vit que Valérie était restée immobile près de sa voiture, le regard fixé sur lui avec une expression indéchiffrable. Cette nuit-là, François ne dormit pas. Il savait désormais avec certitude que cette femme était sa fille. Et elle savait qu'il savait. La vraie confrontation ne faisait que commencer. La mention du nom d'Élise avait ébranlé Valérie plus qu'elle ne voulait se l'avouer. Cette nuit-là, dans son petit studio du 7e arrondissement, elle tournait en rond comme un fauve en cage, ressassant chaque mot de sa conversation avec François. Comment avait-il su ? Que soupçonnait-il exactement ? Elle sortit de sa cachette secrète la boîte de carton contenant la photo de sa mère et la chaîne avec la lettre E. Sous la lumière crue de la lampe de bureau, le visage radieux d'Élise semblait la narguer. Cette femme avait aimé François Delattre, lui avait fait confiance, avait porté son enfant avec joie. Avant de découvrir qui il était vraiment, « Il faut que je sache », murmura Valérie en caressant délicatement la photo. Elle avait besoin de comprendre exactement ce qui s'était passé entre ses parents, au-delà des bribes d'informations que lui avait livrées Madeleine sur son lit de mort. Si elle voulait vraiment faire payer François, elle devait connaître toute la vérité. Le lendemain matin, Valérie prit un jour de congé et se rendit aux archives municipales de Lyon. Elle avait préparé son histoire. Recherche généalogique pour un arbre familial, l'employé, une femme d'âge moyen aux lunettes sur le bout du nez, l'accueillit avec bienveillance.
Je recherche des informations sur une femme qui aurait vécu à Lyon en 1997, Élise. » Valérie hésita. « Je ne connais malheureusement que son prénom. Elle était enceinte et aurait peut-être fréquenté les services de maternité. »« C'est un peu vague, » soupira l'employé. « Vous n'avez pas un nom de famille. Peut-être Delattre ou un autre nom si elle était cachée. » Après 3 heures de recherche infructueuses dans les registres officiels, Valérie eut une autre idée. Elle se rendit à l'hôpital de la Croix-Rousse, où Madeleine avait travaillé pendant des décennies. Madeleine Arnaud, l'infirmière-chef, une femme d'une 60aine d'années, sourit avec nostalgie. Bien sûr que je me souviens d'elle. Une sage-femme exceptionnelle. Elle a pris sa retraite du jour au lendemain, vers la fin des années 90. Cela nous avait tous surpris. Vous rappelez-vous si elle avait des affaires personnelles particulières à cette époque ? L'infirmière la regarda avec curiosité. « Vous êtes de la famille. Sa nièce, elle m'a élevée, mais elle était très discrète sur cette période de sa vie. Ah, vous devez être la petite Valérie. » Le visage de la femme s'illumina. « Madeleine parlait souvent de vous. Elle était si fière. »« Attendez, il y a quelqu'un que vous devriez rencontrer, docteur Lemoine. Il était interne à l'époque. » Le docteur Lemoine était un homme de 65 ans aux cheveux blancs et au regard bienveillant, quand Valérie lui expliqua sa démarche. Il fronça les sourcils, visiblement remué par des souvenirs douloureux. 1997 ? Oui, je me souviens de cette période. Madeleine était préoccupée. Il y a eu cette histoire de patiente arrivée en urgence absolue, une jeune femme enceinte, terrorisée, qui refusait qu'on contacte qui que ce soit. Le cœur de Valérie s'accéléra. Vous vous souvenez d'elle ? Vaguement, belle jeune femme, cheveux châtains, très amoureuse apparemment. Elle ne cessait de répéter qu'elle devait protéger son bébé d'un homme dangereux. Madeleine l'a prise sous son aile. Lui a trouvé un logement discret. Et l'accouchement ? Le visage du docteur s'assombrit. Hémorragie massive, nous avons tout tenté, mais elle est morte en serrant la main de Madeleine. Ses derniers mots ont été pour son bébé. Ne laissez jamais François la trouver. Valérie sentit ses jambes se dérober. Entendre ainsi confirmer la mort de sa mère, par un témoin direct, rendait la réalité plus cruelle encore. Le bébé a survécu. Heureusement, oui, une petite fille en parfaite santé. Madeleine s'en est occupée comme si c'était son propre enfant. Elle a même falsifié les documents pour la protéger. Le docteur la regarda attentivement. Cette petite fille, c'était vous, n'est-ce pas ? Valérie acquiesça, les larmes aux yeux. Votre mère vous aimait déjà de tout son cœur. Et Madeleine, elle a sacrifié sa carrière pour vous élever. Vous avez été entourée d'un amour extraordinaire, mademoiselle. En quittant l'hôpital, Valérie avait le cœur lourd mais l'esprit plus clair. Sa mère était bel et bien morte de peur. Fuyant l'homme qu'elle avait aimé, François Delattre portait la responsabilité de cette tragédie, même indirectement. Mais Valérie voulait en savoir davantage sur l'évolution de François après la disparition d'Élise. Elle se rendit à la bibliothèque municipale et consulta les archives des journaux économiques locaux des 20 dernières années. Ce qu'elle découvrit la troubla profondément. En 1998, François Delattre avait brutalement liquidé toutes ses activités suspectes et investi massivement dans le développement de Delattre Transport. Les articles économiques de l'époque parlaient d'une conversion spectaculaire et d'un rachat de conscience. Un article du Progrès de 2001 était particulièrement révélateur. François Delattre, ancien entrepreneur aux méthodes controversées, a transformé son entreprise de transport en modèle social, augmentation salariale, amélioration des conditions de travail, création d'une crèche d'entreprise, une révolution dans un secteur réputé dur. Valérie fronça les sourcils. Ce portrait ne correspondait pas du tout à l'homme impitoyable qu'elle côtoyait quotidiennement. Que s'était-il passé ? Elle poursuivit ses recherches et trouva la réponse dans un article de 2008. Crise économique, Delattre Transport résiste en durcissant sa politique sociale. Puis, année après année, la tendance se confirmait. François était progressivement devenu l'homme froid et calculateur d'aujourd'hui. Un schéma se dessinait. François avait bien tenté de changer après la disparition d'Élise. Mais l'échec de ses recherches, la solitude, les pressions économiques l'avaient peu à peu transformé en ce patron sans pitié qu'elle connaissait. Cette découverte ébranla ses certitudes. François n'avait pas toujours été un monstre. La perte d'Élise l'avait détruit autant qu'elle avait détruit la vie de Valérie. Le soir même, elle décida de pousser plus loin son investigation.
Elle connaissait maintenant l'adresse de François grâce aux documents de l'entreprise. Un pavillon bourgeois dans le 6e arrondissement, avec un grand jardin clos de murs. Valérie s'installa dans sa voiture en face de la propriété, observant les fenêtres éclairées. Vers 22 heures, elle vit François apparaître derrière une baie vitrée du premier étage. Il tenait quelque chose à la main, un cadre, semblait-il, et restait immobile face à la fenêtre, comme plongé dans une contemplation douloureuse. Cette image d'un homme seul dans sa grande maison, hanté par ses souvenirs, toucha Valérie malgré elle. Pendant 28 ans, François avait vécu avec la culpabilité de la disparition d'Élise, sans savoir qu'elle était morte, sans savoir que leur enfant avait survécu. En rentrant chez elle, Valérie était troublée. Sa mission de vengeance lui semblait soudain plus complexe. François Delattre n'était pas seulement le criminel qui avait fait fuir sa mère, c'était aussi un homme brisé par la perte, qui avait tenté de se racheter avant de sombrer dans l'amertume, mais cela ne changeait rien au fait qu'il exploitait aujourd'hui ses employés, qu'il détruisait des familles pour son profit. Même si sa propre douleur expliquait son comportement, elle ne l'excusait pas. Valérie caressa la chaîne avec la lettre E qu'elle portait au cou. Sa mère était morte par la faute de François, directement ou indirectement, et aujourd'hui, il perpétuait le mal en écrasant ceux qui dépendaient de lui. Elle allait continuer sa mission, mais désormais, elle savait qu'elle affrontait un homme aussi blessé qu'elle, un homme qui cherchait désespérément quelque chose qu'il avait perdu depuis près de 3 décennies, et ce quelque chose, c'était elle. Cette prise de conscience la glaça d'effroi. François se rapprochait dangereusement de la vérité. Combien de temps pourrait-elle encore maintenir son masque? Dans quelques semaines, peut-être quelques jours, ils se retrouveraient, face à face avec la vérité nue. Le père et la fille que le destin avait séparés et qui se haïssaient sans se connaître, cette nuit-là, Valérie ne ferma pas l'œil. Elle savait qu'elle approchait du point de non-retour, du moment où tous les masques tomberaient et où leur histoire commune, construite sur un malentendu vieux de 28 ans, exploserait enfin au grand jour. 2 semaines s'étaient écoulées depuis la conversation troublante sur le parking, et François ne tenait plus en place. Ses soupçons sur l'identité de Valérie le rongeaient jour et nuit, transformant chaque rencontre fortuite dans les couloirs de l'entreprise en un supplice d'interrogations silencieuses. Il avait épuisé toutes les ressources de Morel, fouillé dans les moindres recoins de l'existence officielle de cette femme, sans trouver la preuve définitive qu'il cherchait. Ce soir-là, incapable de supporter davantage l'incertitude, François prit une décision qui ne lui ressemblait guère. Il allait violer l'intimité de Valérie Moreau et perquisitionner son camion, si elle cachait quelque chose, et il en était désormais convaincu. C'était forcément là qu'elle conservait les preuves de son identité véritable. Il attendit minuit passé pour pénétrer dans la cour de l'entreprise, avec son double des clés. Le site était plongé dans l'obscurité, seuls quelques projecteurs de sécurité jetaient des cônes de lumière blafarde sur le bitume humide. Le Scania de Valérie était garé à l'extrémité du parking, imposant et silencieux comme un animal endormi. François força la portière avec des gestes fébriles, ses mains tremblant légèrement sous l'effet de l'adrénaline et de l'appréhension. L'habitacle sentait le cuir usé et ce parfum discret que portait Valérie, quelque chose de floral qui lui rappelait inexplicablement Élise. Il fouilla d'abord les compartiments de rangement habituels, boîte à gants, vide-poche, espace de stockage derrière les sièges, rien que des documents administratifs, quelques barres énergétiques, un thermos propre. Valérie était méticuleuse, ordonnée, ne laissait rien traîner. François s'apprêtait à abandonner quand son regard tomba sur une petite anomalie. L'une des cloisons de rangement semblait légèrement décollée. En appuyant dessus, il découvrit un compartiment secret habilement dissimulé derrière le revêtement d'origine. Ses doigts trouvèrent immédiatement une petite boîte en carton. Le cœur de François se mit à battre si fort qu'il eut l'impression que tout l'entrepôt pouvait l'entendre. Avec des gestes infiniment précautionneux, comme s'il manipulait de la nitroglycérine, il souleva le couvercle. La photo lui sauta au visage comme un coup de poing en pleine poitrine. C'était exactement la même que celle qu'il gardait précieusement dans le tiroir secret de son bureau, rigoureusement identique, Élise rayonnante, enceinte, caressant tendrement son ventre arrondi, avec au dos cette même dédicace qu'il connaissait par cœur. « Pour mon amour, François, notre bébé et moi t'attendons, Élise. » Septembre 1997. François laissa échapper un gémissement sourd qui monta du plus profond de son être. Ses jambes flageolèrent
et il dut s'appuyer contre le siège du conducteur pour ne pas s'effondrer. Cette photo, il n'en existait qu'un seul exemplaire. Élise l'avait prise avec son appareil Polaroid, et elle lui avait donné l'original en gardant... En gardant quoi? Il ne s'était jamais posé la question. Avec des gestes de somnambule, il plongea à nouveau la main dans la boîte, ses doigts tremblants touchèrent du métal froid, une fine chaîne en or au bout de laquelle pendait un médaillon gravé de la lettre « E ». Le monde s'écroulait autour de François. Cette chaîne, c'était lui qui l'avait offerte à Élise pour ses 23 ans, au tout début de leur relation, quand elle riait encore de bon cœur et qu'elle l'appelait son grand méchant loup. Elle ne la quittait jamais, disait qu'elle lui portait bonheur. Il l'avait fait graver chez le bijoutier de la rue de la République. Économisant pendant des semaines pour s'offrir ce petit luxe qui la rendrait heureuse, François porta la chaîne à ses lèvres. Et les sanglots qu'il retenait depuis 28 ans explosèrent enfin. Cet homme qui n'avait pas pleuré une seule fois depuis l'enfance, qui dirigeait son empire avec une poigne de fer, s'effondrait comme un château de cartes dans la cabine d'un camion, au milieu de la nuit, en serrant contre lui les derniers vestiges de son amour perdu. Élise était morte. Il le savait maintenant avec une certitude absolue. Elle était morte en donnant naissance à leur enfant, loin de lui, dans la peur et la solitude. Et cet enfant, c'était Valérie Moreau, sa fille, leur fille. Pendant qu'il pleurait à chaudes larmes, des dizaines de détails lui revenaient en mémoire, avec une clarté aveuglante. Cette façon qu'avait Valérie d'incliner la tête quand elle réfléchissait, exactement comme Élise. Ce sourire en coin qu'elle esquissait parfois, hérité de sa mère, cette détermination silencieuse dans le regard, ce mélange de douceur et de force qui caractérisait Élise, et surtout, cette haine contenue qu'il percevait chez Valérie chaque fois qu'elle le regardait, une haine froide, calculée, qui n'était pas celle d'une simple employée mécontente de son patron, c'était la haine de quelqu'un qui connaissait ses secrets, qui savait exactement qui il était, et ce qu'il avait fait. François comprenait maintenant pourquoi elle volait l'argent de l'entreprise pour aider ses collègues. Ce n'était pas un vol ordinaire, c'était un acte de justice personnelle. Elle réparait les dégâts qu'il causait, elle soignait les blessures qu'il infligeait quotidiennement. C'était sa façon à elle de le punir, de l'obliger à payer pour ses crimes passés. Mais le plus terrible, c'était de réaliser qu'elle avait grandi en le haïssant, que la sage-femme qui l'avait élevé lui avait forcément raconté quelle sorte d'homme était son père, qu'elle était venue travailler chez lui non pas par hasard, mais avec un plan mûrement réfléchi, que chaque sourire poli, chaque « bonjour monsieur Delattre » respectueux, était un masque dissimulant une soif de vengeance. Sa propre fille le détestait. La chair de sa chair, le sang de son sang. L'enfant qu'il avait cherché désespérément pendant près de 3 décennies était devenu son ennemi juré. François ne savait pas combien de temps il resta prostré dans cette cabine, serrant la photo et la chaîne contre sa poitrine, comme s'il espérait y retrouver la chaleur d'Élise. Les heures s'écoulaient, sans qu'il en ait conscience, son esprit oscillant entre l'extase de savoir enfin et la torture de comprendre. C'est le bruit de pas sur le gravier qui le tira de sa stupeur, des pas légers, mais déterminés qui se rapprochèrent du camion. François leva les yeux et aperçut une silhouette familière qui traversait la cour faiblement éclairée. Valérie, qu'est-ce qu'elle faisait là à cette heure? François consulta sa montre. 3 heures du matin. Elle marchait d'un pas rapide vers son véhicule, visiblement préoccupée. Peut-être avait-elle oublié quelque chose d'important, ou peut-être avait-elle eu l'intuition que quelqu'un fouillait dans ses affaires. François n'eut pas le temps de se cacher. Valérie avait déjà atteint son camion et découvert la portière ouverte. Leurs regards se croisèrent dans la pénombre, et le temps sembla suspendu. Elle se figea en le voyant, ses yeux passant de son visage ravagé par les larmes aux objets qu'il tenait encore dans ses mains, la photo d'Élise, la chaîne, tout était là, étalé au grand jour. Monsieur Delattre. Sa voix était blanche, mais François y décela une nuance qu'il n'avait jamais entendue auparavant, quelque chose qui ressemblait à de la peur. François ne répondit pas immédiatement. Il la regardait, cette jeune femme de 27 ans qui était son enfant, et tentait d'ajuster cette révélation à la réalité qu'il avait sous les yeux. Elle était belle, plus belle qu'Élise même, avec quelque chose de plus dur dans les traits, une détermination que sa mère n'avait jamais eue. « Vous savez qui je suis ?» dit-il finalement d'une voix brisée. Ce n'était pas une question, c'était une affirmation lourde de 28 années de malentendus, de recherches vaines, de culpabilité et de haine.
Valérie ne nia pas. Elle monta dans le camion et s'assit face à lui, ses mains crispées sur ses genoux. Dans la faible lueur des projecteurs, François put voir qu'elle tremblait légèrement. « Depuis combien de temps ?» murmura-t-il. « Depuis toujours ?» Sa voix était à peine audible. « Madeleine me l'a dit avant de mourir. Elle m'a raconté tout. » Madeleine Arnaud. François ferma les yeux. « La sage-femme qui a aidé votre mère. Ma mère. » L'accent que Valérie mit sur ces mots était lourd de reproches. « Celle que vous avez tuée. » François rouvrit brutalement les yeux. « Je ne l'ai pas tuée, je l'aimais, plus que ma propre vie. Vous l'avez terrorisée au point qu'elle a préféré fuir et mourir plutôt que de vous affronter. » Les mots de Valérie étaient des lames qui transperçaient François. « Elle est morte de peur. À cause de vous. » Le silence retomba entre eux, lourd de tant d'années de souffrance mutuelle. François contemplait cette femme qui était sa fille et réalisait l'ampleur du fossé qui les séparait. Comment rattraper 28 ans de haine? Comment expliquer l'inexplicable? « Je vous ai cherché, » dit-il faiblement. « Partout, tout le temps. Vous étiez tout ce qui me restait d'elle. » Valérie eut un rire amer. « Et maintenant que vous m'avez trouvée ?» François la regarda longuement. Cet inconnu qui était son sang. Cet ennemi qui était son trésor le plus précieux. « Maintenant, je ne sais plus rien. » Le silence qui suivit les derniers mots de François était si dense qu'on aurait pu le couper au couteau. Dans la cabine du Scania, père et fille se faisaient face pour la première fois en toute connaissance de cause, portant chacun le poids de 28 années de malentendus, de douleurs et de haine accumulées. Valérie fut la première à rompre ce silence oppressant. Sa voix, quand elle parla, était chargée d'une colère froide qui avait eu des décennies pour mûrir. « Vous ne savez plus rien !» Elle répéta ces mots avec un mépris glacial. « Vraiment, et que pensiez-vous qu'il allait se passer? Que j'allais me jeter dans vos bras en pleurant, papa, que nous allions jouer à la famille heureuse après tout ce que vous avez fait. » François tressaillit comme si elle l'avait giflé. « Valérie, ne m'appelez pas comme ça. » Elle explosa soudain, toute sa retenue s'effondrant d'un coup. « Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez jamais eu le droit. Un père, ça protège son enfant. Ça protège la femme qu'il aime. Un père, ça ne fait pas dans le trafic de drogue en laissant sa femme enceinte dans l'ignorance. » Les mots sortaient en torrent, libérant des années de rage contenue. François ne bougeait pas, encaissant chaque accusation comme autant de coups de poignard. « Vous voulez savoir ce qui s'est vraiment passé ?» Valérie tremblait maintenant, les poings serrés. « Ma mère vous aimait. Elle vous aimait au point de porter votre enfant avec fierté. Et puis un soir, elle a découvert par hasard ces documents que vous aviez cachés, des factures de transport pour des marchandises spéciales, des contacts avec des gens louches, de l'argent sale qui transitait par vos comptes. » François ferma les yeux, revoyant cette époque qu'il avait tenté d'oublier. Elle est restée éveillée toute la nuit, à pleurer, à se demander comment l'homme qu'elle aimait pouvait être un criminel, et quand elle a compris qu'elle attendait l'enfant d'un trafiquant de drogue, elle a pris la seule décision qui lui semblait possible: fuir. Je ne savais pas qu'elle savait. La voix de François était rauque, brisée. « Si j'avais su... » « Quoi? Qu'est-ce que vous auriez fait ?» Valérie le défia du regard. « Vous auriez tout arrêté. Vous auriez choisi l'amour plutôt que l'argent facile. » François ne répondit pas immédiatement. Au fond de lui, il savait que la question était légitime et terrible. « Je ne sais pas, » avoua-t-il finalement. « Peut-être, peut-être pas. J'étais jeune, aveugle, ivre de pouvoir et d'argent. Au moins, vous êtes honnête. » Valérie eut un rire amer. « Vous savez ce qui s'est passé ensuite. Ma mère a pris un bus pour Lyon avec ses maigres économies. Elle s'est trouvée une chambre minable dans un hôtel de passe. Terrifiée à l'idée que vous la retrouviez, elle a survécu en faisant des ménages. Enceinte de 7 mois, jusqu'à ce que Madeleine Arnaud la prenne sous son aile. » Les larmes coulaient maintenant librement sur les joues de Valérie. Mais sa voix restait ferme, implacable. L'accouchement a été un cauchemar. Hémorragie massive. Elle a agonisé pendant des heures en serrant la main de Madeleine, en répétant sans arrêt « Ne laissez jamais François la trouver. Protégez-la de lui. » Voilà ses derniers mots. Elle est morte en ayant peur de vous. François sentit quelque chose se briser définitivement dans sa poitrine. Cette image d'Élise mourante, terrorisée par celui qu'elle avait aimé, était pire que tous les cauchemars qui l'avaient hantée pendant des décennies. Mon Dieu, Élise. Il porta ses mains à son visage. Si j'avais su, si seulement j'avais su.
Et moi, Valérie continua son réquisitoire impitoyable. Moi, j'ai grandi avec cette histoire. Madeleine m'a élevée en me racontant quel monstre était mon père. J'ai grandi en sachant que ma mère était morte par votre faute, que vous étiez quelqu'un de dangereux dont il fallait que je me cache. François releva la tête, le visage ravagé. Mais je vous cherchais. Toutes ces annonces dans les journaux, ces détectives privés, ces récompenses. Je n'ai jamais renoncé. Pour quelle raison ? La voix de Valérie était maintenant pleine de défiance. Par amour, par culpabilité, ou simplement parce que votre orgueil ne supportait pas qu'on vous échappe. Cette question atteignit François en plein cœur, parce qu'elle touchait à une vérité qu'il n'avait jamais osé s'avouer. Au début, oui, c'était l'amour qui l'avait poussé. Mais au fil des années, des échecs, sa quête était devenue une obsession, un besoin maladif de contrôle, de possession. Au début, c'était par amour, pour Élise, pour vous, mais avec le temps, il s'interrompit. Incapable d'achever, avec le temps, c'est devenu autre chose. Valérie termina sa phrase. Une fixation, un caprice d'homme riche habitué à obtenir ce qu'il veut. François ne nia pas. Comment le pourrait-il ? Et pendant ce temps, reprit Valérie, vous vous êtes transformé en ce que vous êtes aujourd'hui, un patron impitoyable qui écrase ses employés, qui détruit des familles pour quelques euros de profit supplémentaires. Vous croyez que ça honore la mémoire de ma mère ? J'ai essayé. François explosa à son tour. Après votre disparition, j'ai tout quitté. Le trafic, l'argent sale, tout. J'ai construit cette entreprise légalement. J'ai voulu devenir quelqu'un de bien. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ? François baissa la tête, honteux. La solitude, l'amertume, l'échec de mes recherches. Petit à petit, je suis redevenu dur, froid. J'ai oublié pourquoi j'avais voulu changer. Vous avez oublié ma mère ? Non. François releva brusquement la tête. Jamais, pas un seul jour. Cette photo, cette chambre que j'ai conservée intacte, ces recherches que je n'ai jamais abandonnées, Élise a été la seule femme de ma vie. Alors pourquoi faire souffrir tous ces gens, Michel Duchemin dont la femme a un cancer et qui ne peut même plus l'accompagner en chimio à cause de vos horaires impossibles, Christophe Lemaire qui se saignait aux 4 veines pour payer l'appareil dentaire de sa fille, Sandra qui élève seule ses jumeaux. Valérie énumérait les noms comme autant d'accusations, et François réalisait avec horreur qu'elle connaissait parfaitement les dégâts humains de sa politique d'entreprise. « Vous savez pourquoi je volais votre argent ?» continua-t-elle. « Pas pour me venger, pour elle, pour toutes ces familles que vous écrasiez. Chaque euro que je détournais servait à soigner la blessure que vous aviez causée. » François comprenait maintenant l'ampleur de l'ironie. Sa fille était devenue l'ange gardien de ceux qui l'opprimaient. Elle réparait en secret les dégâts qu'il causait, transformant son propre argent en baume pour les victimes de sa cupidité. « Vous me détestez ?» dit-il simplement. Valérie le regarda longuement avant de répondre. « Je vous ai détesté toute ma vie. Mais maintenant que je vous vois, maintenant que je vois cet homme brisé qui pleure dans un camion en serrant la photo de ma mère, je ne sais plus. » Cette confession surprit François autant qu'elle surprenait Valérie elle-même. « Vous n'êtes pas le monstre que j'imaginais, » admit-elle. « Vous êtes juste, pathétique, un homme qui a tout raté, qui a perdu l'amour de sa vie par sa propre faute, et qui se punit depuis en punissant les autres. » Valérie ? Non. Elle l'interrompit fermement. Vous n'avez pas le droit de prononcer mon nom. Vous n'avez pas le droit de jouer les pères repentis. Trop d'années ont passé. Trop de mal a été fait. François sentit son cœur se serrer. Alors quoi ? Nous restons étrangers. Vous continuez à travailler pour moi en me haïssant. Valérie réfléchit quelques instants, essuyant ses larmes d'un revers de main. Il y a peut-être une possibilité, une seule. François se redressa, un espoir fou naissant dans sa poitrine. Laquelle ? Prouvez-moi que vous méritez le pardon que vous ne vous êtes jamais accordé. Montrez-moi que vous pouvez redevenir l'homme qu'Élise avait aimé. Comment ? Valérie le regarda droit dans les yeux. Changer, vraiment. Transformer cette entreprise en ce qu'elle aurait dû être si ma mère avait vécu. Devenez le père et l'homme qu'elle aurait voulu que vous soyez. François sentit un frisson le parcourir. C'était un défi immense, peut-être impossible. Et si j'y arrive ? Alors, peut-être pourrons-nous essayer d'être une famille ? Ces mots résonnèrent dans le silence de la nuit comme une promesse fragile et précieuse. L'aube se levait sur Lyon,
Quand François et Valérie quittèrent finalement la cabine du Scania, ils avaient leur parlé jusqu'au petit matin, déversant 28 années de secrets, de malentendus et de douleurs. Maintenant, épuisés par cette confrontation émotionnelle, ils se tenaient en face à face dans la cour de l'entreprise, ne sachant comment conclure cette nuit qui avait bouleversé leur existence. « Je vais rentrer chez moi », dit Valérie, évitant le regard de François. « Il faut que je réfléchisse à tout ça. » François hocha la tête. Incapable de prononcer un mot, il la regarda monter dans sa vieille Citroën et disparaître dans les rues encore désertes. Pour la première fois de sa vie d'adulte, il ne savait absolument pas quoi faire. Les jours qui suivirent furent les plus étranges de l'existence de François Delattre. Il retournait sans cesse dans son esprit les révélations de cette nuit, reconstituant pièce par pièce l'histoire tragique d'Élise, comprenant enfin pourquoi elle avait fui, réalisant l'ampleur de sa propre responsabilité dans cette tragédie, mais surtout, il observait Valérie, maintenant qu'il savait qui elle était. Chaque geste prenait une dimension nouvelle, cette façon qu'elle avait de sourire poliment aux collègues tout en gardant ses distances, cette efficacité professionnelle qui masquait une intelligence redoutable, cette générosité discrète envers les employés en difficulté. Sa fille, il avait du mal à assimiler cette réalité. Cette jeune femme qui traversait ses bureaux avec une assurance tranquille était le bébé qu'Élise portait dans son ventre sur cette photo qu'il chérissait depuis des décennies. Une semaine après leur confrontation nocturne, François prit une décision qui surprit tout son entourage. Il convoqua une réunion extraordinaire avec l'ensemble des directeurs régionaux. Madame Bertrand, habituée aux méthodes de son patron, fut la première étonnée par l'ordre du jour. Révision complète de la politique sociale de l'entreprise. Monsieur Delattre, le directeur des ressources humaines, Alain Mercier, un homme pragmatique d'une 50aine d'années, regardait les documents préparatoires avec perplexité. Ces propositions, elles représentent un coût considérable, augmentation généralisée des salaires de 15%, réduction du temps de travail, création d'un fonds d'aide aux familles en difficulté. Notre marge bénéficiaire va s'effondrer. François, assis au bout de la table de conférence, contemplait les visages inquiets de ses cadres dirigeants. Ces hommes et ces femmes qu'il avait formés à sa méthode impitoyable ne comprenaient pas ce qui lui arrivait. « Notre marge bénéficiaire s'adaptera », répondit-il calmement. « Nous avons les reins assez solides pour supporter ces changements. » Mais enfin, François, Jean-Claude Durand, directeur de la région Rhône-Alpes et ancien ami de François, se permit une familiarité inhabituelle en réunion. « Qu'est-ce qui te prend? Depuis quand tu t'intéresses au bien-être de tes employés ?» La question était brutale, mais légitime. François eut un sourire amer. « Disons que j'ai eu une révélation récente sur l'importance de traiter dignement les gens qui travaillent pour nous. Une révélation. » Mercier fronça les sourcils. « De quel genre ?» François se leva et se dirigea vers la baie vitrée qui dominait la cour de l'entreprise. En bas, il aperçut Valérie qui effectuait sa vérification quotidienne avant de prendre la route. Elle bougeait avec cette précision économe qui caractérisait sa mère, et François sentit son cœur se serrer. Le genre de révélation qui vous fait comprendre que l'argent ne sert à rien si vous n'avez personne avec qui le partager, dit-il sans se retourner. Que le pouvoir est vide s'il ne sert qu'à faire souffrir, que le succès n'a aucun sens s'il se construit sur le malheur des autres. Un silence pesant s'abattit sur la salle de conférence. Les cadres échangèrent des regards inquiets, se demandant si leur patron n'était pas en train de faire une dépression nerveuse. « Ces mesures seront appliquées dès le mois prochain », reprit François en se retournant vers eux. « Je compte sur vous pour les mettre en œuvre avec efficacité, et si certains d'entre vous ne se sentent pas à l'aise avec cette nouvelle orientation. » Il laissa sa phrase en suspens, mais le message était clair. Personne n'osa protester davantage. Dans les semaines qui suivirent, la transformation de Delattre Transport fit l'effet d'un tsunami dans le secteur du transport routier. Les syndicats, habitués au conflit permanent avec la direction, ne savaient comment réagir à ces avancées sociales inespérées. Les chauffeurs, d'abord méfiants, commençaient à croire qu'un miracle était en train de se produire. Michel Duchemin fut l'un des premiers à bénéficier des nouvelles mesures. Un matin, il trouva sur son bureau une lettre officielle l'informant qu'il était éligible au nouveau fonds de soutien aux familles, mis en place par l'entreprise, la prise en charge intégrale des frais médicaux de sa femme, plus un aménagement de ses horaires pour qu'il puisse l'accompagner à ses rendez-vous médicaux. Christophe Lemaire reçut une proposition similaire, remboursement des frais d'orthodontie de sa fille et une prime exceptionnelle pour l'aider à passer cette période difficile. Sandra,
la mère célibataire, se vit offrir une place en crèche d'entreprise pour ses jumeaux et un horaire adapté à sa situation familiale. Partout dans l'entreprise, des histoires similaires se multipliaient. François avait systématiquement identifié les situations de détresse et y apporté des solutions concrètes. Mais il le faisait discrètement, sans tambour ni trompette, comme s'il cherchait à rattraper le temps perdu en secret. Valérie observait cette transformation avec un mélange de surprise et de suspicion. Elle avait lancé un défi à François, mais elle n'avait pas vraiment cru qu'il le relèverait. Pourtant, jour après jour, elle voyait les effets concrets de ses décisions sur la vie de ses collègues. Un après-midi, alors qu'elle effectuait ses vérifications d'usage avant un trajet vers Bordeaux, Michel Duchemin s'approcha d'elle, les larmes aux yeux. « Valérie, je ne sais pas si tu as eu quelque chose à voir avec ça, mais… » Il ne parvenait pas à terminer sa phrase tant l'émotion l'étreignait. « Ma femme va pouvoir suivre son traitement dans les meilleures conditions. Et moi, je vais pouvoir être là pour elle. Je ne sais pas ce qui a pris le vieux, mais c'est un miracle. » Valérie ne répondit pas, mais elle sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. François tenait-il vraiment sa promesse? Ce soir-là, elle décida de se rendre chez lui. L'adresse qu'elle avait trouvée dans les fichiers de l'entreprise correspondait à une belle propriété bourgeoise du 6e arrondissement. Elle sonna à l'interphone. Le cœur battant. « Oui. » La voix de François grésilla dans le haut-parleur. « C'est Valérie. » Un long silence. Puis le portail s'ouvrit. François l'attendait sur le perron, visiblement ému de la voir dans ce cadre privé. « Entre », dit-il simplement. La maison était spacieuse mais étrangement froide. Des meubles de qualité, des œuvres d'art coûteuses, mais aucune chaleur, aucune trace de vie véritable. Valérie remarqua l'absence totale de photos récentes, comme si François avait cessé de vivre après la disparition d'Élise. « Tu veux boire quelque chose ?»« Non, merci. » Valérie resta debout, au milieu du salon. « Je voulais te parler de ce qui se passe à l'entreprise. » François s'assit dans un fauteuil, lui laissant le choix de rester debout ou de le rejoindre. « Qu'est-ce que tu en penses ? » « Je pense que tu es en train de révolutionner la vie de tes employés. » Valérie s'assit finalement sur le canapé, en face de lui. « Mais je me demande pourquoi. Tu me l'as demandé ? » ?»« Oui, mais… » Elle hésita. « C'est facile de donner de l'argent quand on en a beaucoup. La vraie question, c'est… Est-ce que tu changes vraiment, toi ?» François la regarda longuement. « Comment le savoir ? Comment mesurer ce genre de changement ?» Valérie se pencha vers lui. « Raconte-moi ma mère. Pas la version idéalisée que tu as gardée en mémoire. Raconte-moi la vraie Élise, ses défauts, ses qualités, ce qu'elle aimait, ce qu'elle détestait. » François ferma les yeux, fouillant dans ses souvenirs les plus précieux. Elle détestait l'injustice, commença-t-il lentement. Elle ne supportait pas qu'on fasse du mal aux plus faibles. Quand elle voyait quelqu'un en difficulté, elle voulait toujours aider, même si nous n'avions pas les moyens. Valérie écoutait attentivement, découvrant une mère qu'elle n'avait jamais connue. Elle riait beaucoup, un rire cristallin qui illuminait toute la pièce. Et elle avait cette manie de fredonner en cuisinant. La voix de François se brisa légèrement. Elle rêvait qu'on ait une famille nombreuse, une grande maison avec un jardin pour que les enfants puissent jouer. Et toi, qu'est-ce que tu rêvais ? François ouvrit les yeux et regarda Valérie. Je rêvais de lui donner tout ce qu'elle voulait, mais j'ai choisi les mauvais moyens. Ils restèrent en silencieux quelques instants, chacun perdu dans ses pensées. Elle t'aurait pardonné, tu sais, dit finalement Valérie. Madeleine me disait qu'Élise était incapable de rancune, si tu avais arrêté tes activités criminelles, si tu lui avais expliqué… Mais je ne l'ai pas fait. François se leva et se dirigea vers la fenêtre. Et maintenant, elle est morte. Valérie le rejoignit et, pour la première fois, posa une main sur son épaule. Ce contact, le premier geste de tendresse qu'elle esquissait vers lui, fit trembler François. Elle est morte. Mais moi, je suis là. Ces mots simples contenaient une promesse immense. 6 mois s'étaient écoulés depuis cette nuit où François et Valérie avaient découvert leur véritable identité dans la cabine d'un camion. 6 mois pendant lesquels de l'âtre transport s'était transformé de fond en comble, devenant méconnaissable pour ceux qui connaissaient les méthodes implacables de son patron. Ce matin de printemps, François se tenait devant la tombe de Madeleine Arnaud dans le petit cimetière de Villeurbanne. Il avait mis du temps à la retrouver. Cette femme qui avait élevé sa fille, qui avait protégé le trésor le plus précieux de sa vie, un bouquet de lys blancs à la main, les fleurs préférées d'Élise. Il contemplait la modeste sépulture de celle qui avait été, sans qu'il le sache, la grand-mère de substitution de son enfant. « Merci », murmura-t-il simplement.
Je me demandais si tu viendrais un jour. » François se retourna. Valérie se tenait quelques mètres derrière lui, elle aussi un bouquet à la main. 6 mois de rapprochement progressif avaient adouci ses traits, effacé cette dureté qu'elle arborait au début. Elle ressemblait de plus en plus à Élise. Mais avec quelque chose de plus apaisé que sa mère n'avait jamais eu le temps de développer. « Elle mérite nos remerciements, » répondit François. « Sans elle, je n'aurais jamais existé. » Valérie s'approcha et déposa ses fleurs sur la tombe. Elle m'a raconté tellement d'histoires sur maman, mais elle ne m'a jamais vraiment parlé de toi, pas de la façon dont tu étais vraiment. François hocha la tête. Elle te protégeait, c'était son rôle. Ils restèrent un moment silencieux devant la tombe, chacun perdu dans ses pensées, puis Valérie prit une décision qui la surprit elle-même. Elle glissa sa main dans celle de François. Ce geste simple, spontané, fit trembler l'homme qui n'avait jamais osé espérer un tel contact. « Il faut que tu saches quelque chose », dit-elle doucement. « Ces derniers mois, voir ce que tu as fait pour l'entreprise, pour tous ces gens, ça a changé ma perception de toi. » François n'osa pas répondre, de peur de briser ce moment fragile. Madeleine m'avait dit que tu étais un homme sans âme, mais je crois qu'elle se trompait. Tu avais juste perdu ton âme, et tu viens de la retrouver. En sortant du cimetière, ils marchèrent côte à côte vers leur voiture. Valérie s'arrêta soudain et se tourna vers François. « J'ai pris une décision. Je veux que tu me montres où vous viviez, maman et toi. » François sentit son cœur se serrer. « Valérie, ça fait si longtemps. L'appartement a été vendu, transformé. Peu importe. Je veux voir où j'ai été conçue, où mes parents ont été heureux, même brièvement. » 1 heure plus tard, ils se tenèrent devant un immeuble rénové du 3e arrondissement de Lyon. La façade avait été refaite, les volets repeints. Mais François reconnaissait encore la forme des fenêtres. L'escalier extérieur, c'était au 2e étage, dit-il, la gorge nouée. 2 pièces, une petite cuisine, une salle de bain minuscule, mais Élise avait réussi à en faire un cocon. Valérie leva les yeux vers les fenêtres de l'ancien appartement. « Raconte-moi, comment c'était ?» François ferma les yeux, se remémorant ces moments de bonheur simple. Le dimanche matin, elle préparait des crêpes en chantant. Elle mettait la radio très fort et dansait dans la cuisine en me servant le café, quand elle a découvert qu'elle était enceinte. Sa voix se brisa. Elle a pleuré de joie. Elle répétait sans arrêt qu'elle voulait que ce bébé soit le plus aimé du monde. Valérie sentit les larmes monter. « Et toi, qu'est-ce que tu ressentais ?» « J'étais terrifiée, avoua François. Terrifiée et fou de bonheur à la fois. J'avais 27 ans. J'étais impliquée dans des affaires louches. Et soudain, j'allais être père. Je me suis dit que j'allais arrêter tout ça, devenir quelqu'un de respectable, mais c'était plus facile à dire qu'à faire. J'avais des dettes, des engagements. Je me disais que j'avais encore le temps, qu'un dernier coup me donnerait assez d'argent pour tout arrêter proprement. » François se tourna vers Valérie. « La plus grande erreur de ma vie. » Valérie regarda encore une fois les fenêtres, imaginant sa mère jeune et heureuse, caressant son ventre dans ce petit appartement. « Je lui ai pardonné, » dit-elle soudain. François crut avoir mal entendu. « Quoi ? À maman, je lui ai pardonné d'être partie, de ne pas t'avoir donné une chance de t'expliquer, de changer. » Valérie se tourna vers lui. Elle avait peur. Elle était enceinte. Elle a pris la décision qu'elle pensait la meilleure. Je ne peux pas la blâmer pour ça. François sentit quelque chose se délier dans sa poitrine. Un nœud de culpabilité qui l'étouffait depuis des décennies. « Et maintenant ?» demanda-t-il dans un souffle. Valérie le regarda longuement. Cet homme de 55 ans aux cheveux gris qui était son père. Ce patron respecté qui pleurait devant un immeuble, en se souvenant de son amour perdu. « Maintenant, j'ai une condition, une seule. » François retint sa respiration. « Je veux que tu me promettes de ne plus jamais redevenir l'homme que tu étais avant. Ni le criminel du passé, ni le patron impitoyable d'il y a 6 mois. Je veux que tu restes cet homme que maman aurait été fière d'aimer. » Et si j'y arrive ? Valérie sourit, et pour la première fois, François reconnut le sourire d'Élise dans celui de sa fille. « Si tu y arrives, alors nous pourrons peut-être apprendre à être une famille, pas une famille parfaite, pas une famille qui efface 28 ans de séparation, mais une famille qui construit quelque chose de nouveau sur les cendres du passé. » François sentit les larmes couler sur ses joues. « Je te le promets, ce ne sera pas facile, » prévint Valérie. « Il y aura des moments difficiles. J'aurai parfois envie de te détester à nouveau. Tu auras parfois envie de redevenir le patron autoritaire. Nous devrons apprendre à nous connaître, à nous faire confiance, à nous aimer peut-être.
J'en ai rêvé pendant 28 ans. Moi, j'en ai eu peur pendant 27 ans. Valérie tendit sa main vers François. Alors, on essaie. François prit sa main, cette main qui était celle de sa fille, de son enfant retrouvé, de son unique famille. On essaie. Ils remontèrent en voiture et roulèrent en silence vers l'entreprise. Arrivé sur le parking de Delattre Transport, François regarda sa fille. Il pouvait enfin prononcer ce mot sans douleur, descendre de sa Citroën et se diriger vers son camion pour sa tournée de l'après-midi. « Valérie » l'appela-t-il. Elle se retourna. « Élise aurait été fière de toi. » Le sourire qu'elle lui adressa valait toutes les récompenses du monde. Ce soir-là, dans son grand bureau du dernier étage, François ouvrit une dernière fois le tiroir secret qui contenait la photo d'Élise enceinte. Mais au lieu de la regarder avec la douleur habituelle, il y vit autre chose. L'espoir. Cette femme qu'il avait aimée n'était plus seulement un fantôme du passé. Elle vivait dans leur fille, dans cette jeune femme courageuse qui avait eu la force de lui pardonner. Il décrocha son téléphone et appela Madame Bertrand. « Madame Bertrand, pourriez-vous faire préparer 2 bureaux communicants au lieu d'un pour le nouveau poste de directrice adjointe ?»« Bien sûr, monsieur. Puis-je connaître le nom de la personne que vous avez choisie pour ce poste ?» François sourit en regardant par la fenêtre le camion de Valérie qui s'éloignait sur l'autoroute. Valérie Delattre, pour la première fois depuis 28 ans. François Delattre se sentait enfin complet. Il avait retrouvé sa fille, et avec elle, l'homme qu'Élise avait aimé. Le pardon avait un prix, celui de devenir quelqu'un de meilleur, mais c'était un prix qu'il était enfin prêt à payer. L'histoire de François et Valérie ne faisait que commencer, mais pour la première fois, c'était une histoire d'espoir.